RCN. Le son de la différence. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Ambros, c'est la dernière aujourd'hui à Superbès. Et boum! Deuxième départ de Grand Prix de l'année. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça aille vite et que ça fume. Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable. 18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonjour et bienvenue dans Racing Live, je suis ravie de vous retrouver ce soir et aujourd'hui on est chez Race System. Donc vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Pauline, donc moi c'est Kylian, l'un des deux associés de l'entreprise et je suis avec mon associé. Et moi c'est Hugo, l'autre associé de l'entreprise. D'accord, est-ce que vous pouvez vous présenter, savoir pourquoi vous en êtes ici? C'est un long chemin de circonstances. On en est arrivé ici à la suite de nos deux parcours mutuels qui en fait se sont croisés par le hasard des choses. Ok. Si tu veux en savoir un peu plus sur comment on a créé la boîte, je peux partir sur la longue explication qui en découle. Bah pourquoi pas. Ouais, ok. Alors en fait, à la base, nous, quand on a eu l'idée, on était en avril 2019. Avril 2020. C'était pendant le Covid, c'était pendant la pause un peu où on avait le droit de sortir. Et en fait, Kylian était en fin de cursus, donc d'un DUT. Il était censé aller en stage en Allemagne. En fait, son stage a été annulé à cause du Covid. Donc en fait, il se retrouve à faire une année sabbatique. Et moi, j'étais à Epitech Nancy, qui était juste à côté. Et en fait, j'étais en fin de deuxième année et je commençais un peu à en avoir marre de ce que je faisais. J'avais envie de faire autre chose et puis j'avais le sentiment d'être un peu arrivé au bout de ce que je voulais vraiment tirer de la formation. Et en fait, on arrive au même moment à se rendre compte qu'il y a un marché dans le monde du sport auto virtuel, dans le sens où le Covid a amené tous les pilotes de F1 à rester chez eux. Et en fait, comme ils ne savaient pas trop quoi faire de leur journée, ils se sont mis à streamer sur leur simu. Donc du coup, ça a repris beaucoup d'engouement, tout ça. Et au même moment, il y a Netflix qui sort la série Drive to Survive, enfin qui la sort pas, mais qui commence à devenir populaire. Et donc il y a eu un engouement encore plus autour du sport auto. Et aussi au même moment, il y a Meta qui commence à vendre ses Quest à 350 €, à savoir à peu près un tiers du prix du marché. Et donc en fait, on fait les maths, on conjoint tout ça et en fait on se dit qu'il faut absolument qu'on fasse une activité où en fait les gens viennent piloter sur des simus en VR. Et en fait comme ça on pourra avoir un maximum de l'immersion et on arrivera à faire un prototype qui coûte pas trop cher, parce qu'en fait notre gros point faible dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est deux étudiants, on n'a pas 10 ans de CDI derrière. Et en fait nos économies elles vont être très vite atteintes. Ok. Et donc en fait de fil en aiguille on fait un prototype, on cherche un local, on crée nos statuts, etc. et on ouvre en janvier 2022 avec nos tout premiers simus qui étaient des volants très entrée de gamme sur des châssis très entrée de gamme, et petit à petit on a évolué comme ça. Donc vous avez ouvert ça à la sortie de vos études? C'est ça. Ok, wow. C'est à la milieu de cursus pour Hugo, parce qu'en fait lui son cursus était en 3 ans, moi le mien était en 2 ans que j'avais fini. J'avais la possibilité de transitionner vers un cursus plus long, de 3 années en plus, mais on s'est retrouvé à un moment où en fait lui il voulait sortir de ses études, moi j'hésitais à continuer dans les miennes. Et à côté de ça, moi à la base je suis de Bordeaux. Quand je suis venu rendre visite à Hugo qui lui sur Nancy, on se dit bon, on va faire de la simulation, parce qu'à Bordeaux il y a un centre de simulation. D'ailleurs on leur fait le bonjour s'ils écoutent, qui avait un super centre de simulation à Bordeaux. On arrive à Nancy, on se dit bon ben on va essayer de faire la même chose ici. Et là on se dit ah ben il n'y a pas. Et le centre de Bordeaux, il y avait plein de trucs qu'on avait notés, où on s'était dit ah mais ça serait mieux si c'était comme ça serait mieux si c'était comme ça. Il y avait plein de petits détails, plein de petits bouts technologiques, et on s'était rendu compte qu'on pourrait avoir une expérience différente pour au final des solutions techniques moins chères, avec des trucs notamment novateurs, comme le disait Hugo, les MetaQuest 3, qui sont des casques de réalité virtuelle, qui permettent une immersion totale dans le logiciel. Ce qui permet d'être dans une Formule 1 comme dans une Formule 1, de pouvoir tourner la tête pour voir les personnes dans les rétroviseurs, etc. Et ça, c'est un truc qui se fait très peu en France, et qui ne se fait pas du tout dans la région. Donc le centre de simulation le plus, on va dire, sérieux
dans le coin, il est à Strasbourg. Et avant, d'ailleurs, en termes de timing, avant il y en avait un qui était à Thaon-les-Vosges, qui est un peu plus au sud de Nancy, mais qui a fermé 6 mois avant que nous, on commence à vouloir ouvrir. Donc en fait, on arrivait pile poil sur le timing où la technologie permettait de faire ce qu'on voulait faire, et il y avait une fenêtre sur ce secteur-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on arrête nos études, on arrête notre cursus, et on se lance là-dedans. Donc ça, c'était fin 2021. Donc on a créé l'entreprise fin 2021, et on a ouvert début 2022. Ok. Et depuis 2022, vous exercez ici Ah, pas exactement. En fait, on a loué un local dans la zone sud de Nancy, qui a une cour, qui a un petit bureau de 45 mètres carrés en tout. Et en fait, la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que quand on a ouvert, donc c'était début 2022, il y avait encore les restrictions Covid. Ah oui. Il y avait eu la fin du confinement encore peut-être 3-4 mois avant. Et en fait, il y avait encore certains variants qui ont commencé à apparaître. L'idée était qu'on puisse créer l'entreprise et qu'elle reste à taille humaine, dans le sens où on n'avait pas de prêts trop gros, on n'avait pas de dépenses trop élevées, de charges trop élevées, et que si jamais on devait partir en confinement, qu'on devait tout bloquer, on pouvait quand même assumer les dépenses de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a commencé très petit, et on a changé dans ce local-là en milieu 2024, donc début mai. Oui, c'est récent, d'accord. Même pas un trimestre. C'est ça, donc ça fait 2 trimestres qu'on est ici. Ouais, quand on a ouvert à Écourt, on nageait vraiment dans l'inconnu, quoi. Il y avait beaucoup d'interrogations. On ne savait pas si ça allait marcher, on ne savait pas si ça allait brancher les étudiants, on ne savait pas si ça allait brancher les CSP+, on n'avait aucune idée de quel public on allait recevoir, et on ne savait pas si 4 mois après on serait encore vivant, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait vraiment tout à petite échelle, pour voir si ça intéressait un peu de monde et voir si on avait la capacité de grossir derrière. D'accord. Pour l'instant, on a eu la capacité de grossir. Et quels sont les points que vous avez relevés à Bordeaux et que vous avez voulu changer ici, enfin les retransmettre ici ou justement faire pas comme eux? Ah, c'est marrant ça. Là, je vais laisser Hugo parler parce que c'est quelque chose qui en fait, tient à cœur. Alors, les différents points qu'on a relevés, au début on n'a pas relevé beaucoup, et en fait en prenant en expérience, en comprenant avec le temps comment le marché fonctionne, ça a beaucoup évolué, et en fait aujourd'hui un centre comme Bordeaux, on n'a quasiment rien en commun, et il y a très peu de choses qu'on ferait comme lui. Quand on est sorti du centre de Bordeaux pour la première fois, parce qu'on y allait 2 fois au total, où on s'est dit oh l'idée est trop marrante, faut voir s'il y a ça à Nancy. Le truc qu'on s'était dit, c'est vraiment le gars utilise 3 vidéoprojecteurs qui met donc comme ça pour afficher son écran et avoir une espèce d'arc de cercle. Et en fait 3 vidéoprojes à 2000 €, ça fait 6000 € pour afficher afficher le logiciel, alors qu'en fait avec un Quest on le fait à 350 €, quoi. Et on se dit ok, il y a beaucoup trop d'économies à faire là-dedans, et après on regarde rapidement, on voit le prix des bases de volant, des pédaliers, etc. En fait, on voit que lui, il a utilisé du matériel à 2000 € pièce pour chacun des équipements. Et en fait, on se dit, ok, il a une configuration qui coûte 50 000 €, alors qu'en fait, on peut faire quelque chose de très similaire en travaillant un petit peu le logiciel, un petit peu les réglages, etc., avec moins de 2000 € par machine. Et donc, au début, c'est vraiment surtout sur cette partie-là qu'on a changé. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a quasiment rien qu'on ferait comme lui. Le public qu'on cible n'est pas du tout le même, notre philosophie de l'expérience n'est pas du tout la même. La plupart des centres en France vont essayer d'avoir une expérience très arcade pour que ce soit accessible à tous, que en fait, tout le monde puisse rouler et s'amuser directement en moins d'1 minute sans avoir à foncer dans les murs, etc. Alors qu'en fait, nous, on fait le parti pris inverse. On ne va pas faire de cadeaux sur la première session. On garde le même moteur physique pour toutes les sessions, c'est la même difficulté tout le temps. Par contre, on va changer la voiture et le circuit, on va commencer sur des choses un peu plus simples. Les streamers et youtubeurs qui ont fait le GP Explorer, ils n'ont pas commencé sur des voitures qui étaient avec plus d'assistance, etc. Juste, ils ont roulé doucement avec les F4, ils ont fait quelques tours, ils ont commencé à prendre un petit peu le contrôle de la voiture, et en fait, au bout de 3-4 sessions, ils arrivaient déjà à être compétitifs. En fait, ça marche exactement pareil sur un simu. Donc en fait, ça, on est très peu de centres à le faire en France. Pour l'instant, on ne connaît que 2,5, 3. Ça, on les a pas tous faits, mais de ce qu'on a vu, en fait, c'est la philosophie en fait, de la majorité des centres de simulation qui ont en fait énormément de charges, qui ont énormément de poids dans leur entreprise et qui en fait ont besoin que ça plaise au plus de monde. Et le problème en fait, c'est qu'un simulateur, le mot simulateur, que ce soit le simulateur de Max Verstappen qui est
qui était champion du monde, enfin qui est toujours champion du monde de Formule 1, ou le simulateur d'un inconnu chez lui, entre guillemets, c'est le même mot. Et en fait, le problème, il est là, il est que la configuration, le feeling, la recherche de réalisme est complètement différente entre les deux expériences. Et en fait, les gens qui ne sont pas éduqués à ça pensent que le simulateur qu'ils vont chercher dans un centre professionnel va être le top du top, quand au final, si la philosophie n'est pas la bonne, en fait, on va quand même relativement s'éloigner de la réalité. Et nous, on a ce luxe de pouvoir avoir cette philosophie très exigeante, on va dire, parce que vu qu'on a le contrôle sur notre équipement, sur l'expérience qu'on propose, qu'on fait tout nous-mêmes sans passer par un prestataire qui crée nos simulateurs, on a le choix de la configuration, on a le choix de comment le simulateur fonctionne et de quelle expérience on propose. Et vu qu'on a le contrôle sur nos coûts en faisant tout ça, ça nous permet aussi d'avoir un prix qui est relativement bas, qui nous permet d'avoir des gens qui reviennent chez nous pour participer à nos challenges, pour participer à nos événements, où là le niveau devient assez intéressant. Et en fait on recherche l'exigence et on recherche la performance comme ça, sans faire de cadeaux aux gens, entre guillemets, en les flattant, en leur disant, ben voilà, première session, un enfant de 10 ans peut conduire une Formule 1. C'est pas possible. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de réflexes qu'il doit comprendre, il y a plein de choses qu'il doit essayer, expérimenter. Et en fait, ces choses-là, nous, avec l'expérience qu'on a, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est content de l'expérience qu'on a eue à cours quand on y était, c'est qu'on a commencé petit, on a voulu expérimenter, qu'est-ce que les gens apprécient, quelles sont leurs difficultés sur certains circuits, et à force de proposer des choses, on se rend compte que les gens avec ce type de voiture-là, ils arrivent bien, ce type de voiture-là, ils n'aiment pas, etc. Et en fait, on peut ajuster petit à petit pour que l'expérience qu'on propose soit réaliste, technique, et formatrice, mais aussi très fun. On a eu peur un peu quand on était à Écourt. En fait, on savait plus ou moins qu'on allait finir vers le centre-ville, ou qu'on allait finir à avoir quand même un peu plus d'affluence, un peu plus de gens. Et on avait peur qu'en fait, on ait plein de gens d'un coup, et qu'on ne sache pas exactement quoi leur proposer, et qu'on n'arrive pas à jauger leur niveau, et que du coup, ils ne s'en sortent pas avec une expérience qui soit satisfaisante pour eux. Et en fait, du coup, on a préféré vraiment prendre de l'expérience. Et en fait, quand on est arrivé à Nancy au mois de mai, maintenant, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui vient, on jauge un petit peu ce qu'il a déjà fait en sport auto ou en sim racing. Et en fait, on sait exactement quoi proposer, et c'est quasiment une win à tous les coups, quoi. Parce que du coup, vous visez tous les publics, mais le but c'est d'avoir une réelle expérience de conduite et de pilotage, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Et en fait, en fonction du public, on va s'adapter sur ce qu'on va proposer. Et vu que vous avez dit que vous êtes capable de gérer tous les réglages du simulateur et tout, vous pouvez un peu adapter en fonction de ce que la personne recherche aussi et de ses objectifs. S'il y a besoin, on peut aller très loin. Ok. Entre autres pour des teams de sport auto, où en fait on peut recevoir directement de leurs ingénieurs la voiture, et après on peut faire le réglage qu'on veut. On peut changer les pignons de la boîte, on peut régler tous les appendices aérodynamiques pour qu'en fait la voiture soit vraiment réglée pour tel circuit. On peut régler les réglages de la barre anti-roulis, les trucs comme ça, les pneus, les pressions de pneus, les suspensions, absolument tout. Et en fait derrière, le pilote il n'a plus qu'à venir s'installer, il va faire sa session d'entraînement. Et en fait, à la fin de sa session d'entraînement, on peut exporter toutes les données qu'on a récoltées dans un logiciel qui est le même logiciel qu'eux utilisent, directement sur le circuit. D'accord. En fait, c'est les mêmes données, c'est juste que la façon dont elles ont été acquises, elles sont différentes. Et en fait, en général, ça leur permet d'économiser beaucoup d'argent sur des practices. Bah oui, ce que j'allais dire, parce que du coup, ça leur permet de s'entraîner, de tester des choses mécaniquement, mais sans investir réellement dans une voiture. C'est ça. En général, c'est plus pour les droits de piste. Parce que les pilotes de sport auto, ils arrivent sur un practice, s'ils veulent faire le practice, c'est 7 000 € pour 1 heure de roulage. Et ensuite, il y a tous les frais liés au fait de payer les ingénieurs, etc. pour le boulot. En fait, s'ils vont faire une sorte de pré-practice sur des simus, ils viennent, circuit, météo, etc. Ils peuvent tester la pluie, ils peuvent tester avec 20 km/h de vent nord-ouest, ils peuvent tester avec de la pluie sur le secteur sud du circuit ou ce qu'ils veulent. Et en fait, derrière, ils auront déjà les données et un aperçu. Ça va pas être l'aperçu le plus fidèle possible, mais ça sera déjà représentatif de ce qu'ils auront en vrai. Et du coup, ils peuvent déjà commencer à régler la voiture pour justement avoir le réglage qu'ils ont envie d'avoir le jour J. Et ensuite, ils peuvent confirmer ça sur le practice. En fait, plutôt que d'avoir un practice à 7 000 € où il y a 30 minutes qui servent à comprendre ce qui ne va pas et ensuite régler les problèmes, ils peuvent régler les problèmes directement sur le practice parce qu'ils savent déjà ce qui ne va pas d'avant. C'est incroyable. Donc du coup, vous avez à la fois le grand public qui vient, mais aussi des pilotes. Exactement, ouais. Ok.
on a en fait la chance d'avoir deux corps de métier entre guillemets. On a la partie loisir où en fait on aime faire découvrir aux gens certains aspects du sport auto, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment on prend un virage, comment on freine, qu'est-ce que c'est qu'un dégressif sur un frein. Et en fait, quand ils viennent chez nous, le logiciel en fait est tellement technique que des fois, quand on leur explique certains trucs, ils disent « Ah bon, il y a ça qui est géré ?» Parce que par exemple, quand on sort dans l'herbe, on a un dépôt d'herbe qui se fait sur les pneus. Mais bien sûr, quand on a une voiture qui fait 500 chevaux, si on réaccélère, la voiture glisse, donc elle part en tête à queue. Quand ils retournent sur l'herbe, ils se disent « Ok, c'est bon, je suis sur le… » Enfin, quand ils retournent sur le circuit, ils se disent « C'est bon, je peux y aller. » Et en fait, ils accélèrent et ils continuent à glisser parce que l'herbe est encore sur les pneus. Il faut les nettoyer et tout ça, en fait, c'est des choses où, quand on n'a pas l'habitude quand on a l'habitude de la voiture tous les jours, on ne se dit pas qu'un pilote doit gérer ce genre de choses. Ça, la température des pneus, la vitesse d'entrée dans les virages, la dégradation du pneumatique, la variation du poids de la voiture en fonction de l'essence qu'il y a dans le réservoir. Et tout ça, ça a une influence. Et en fait, les gens donc, découvrent certains aspects du sport auto via notre activité. On a cette partie-là. On a la partie sportive où les gens qui ont aimé la partie loisir essayent de monter en compétence, de comprendre plus d'aspects, plus de dynamique, de varier les circuits, les voitures, etc., faire nos événements, faire des challenges. Donc ces gens-là, après, on a toute la partie technique, coaching qui est derrière, où on peut avoir toutes les données de télémétrie, les accélérateurs, les freins, leur dire voilà, un meilleur pilote que toi, il freine 5 mètres plus loin, il prend une trajectoire un peu plus à gauche, et ça lui permet de mieux passer, etc. Et en fait, on peut faire des trucs très très précis, des choses qui sont réellement dans le sport auto. Ouais. D'ailleurs, notre logiciel gère aussi les logiciels du monde du sport auto. Pour les connaisseurs, c'est le logiciel Motec, où en fait il y a toutes les données de télémétrie sur qu'est-ce qui se passe dans la voiture pendant un tour. Donc ça c'est la partie sportive, et on a la troisième partie qui est la partie professionnelle, où là en fait c'est vraiment l'expérience sur mesure pour les pilotes, où on a la possibilité en fait de faire énormément de choses, que ce soit régler la voiture comme le disait Hugo, que ce soit entraîner un pilote dans certaines conditions, la pluie sur certains circuits, et notamment par exemple même de remodéliser des voitures et des circuits sur mesure en fonction des besoins. C'est le cas par exemple du circuit de Mirecourt avec lequel on est en discussion pour remodéliser complètement le circuit, pour proposer en fait aux amateurs du circuit la modélisation du circuit millimétrique chez eux. Ok, mais comment on remodélise un circuit? C'est long et fastidieux. Oui. Et onéreux aussi. Pour modéliser le circuit, il faut voir directement, ça dépend de chaque logiciel, bien sûr. La plupart du temps, il faut faire le modèle 3D. Pour avoir ça, soit on récupère les exports topographiques, soit on va passer par-dessus en drone et on va faire de la photogrammétrie. Okay. Soit on prend les données de Google, soit on y va carrément avec une sorte de voiture balai avec des lasers et en fait on va complètement laser scanner la piste. Sauf que ça c'est la méthode la plus chère. Et en fait, après, en fonction des besoins, en fonction du budget, on va prendre une méthode ou une autre. Et ensuite, c'est du boulot sur Blender pendant des heures et des heures pour avoir chaque bâtiment au bon endroit, les gradins, les Tech Pro, les pneus, les bacs à gravier, etc. Et nous, on sous-traite cette partie-là. On l'envoie chez un gars qui est très doué pour ça, d'autant que l'interface du logiciel qu'on utilise est très compliquée à utiliser pour faire des circuits. Et en fait, lui s'occupe de faire ça de façon très propre. Et après, ensuite, il faut prendre chaque texture. Il faut lui dire, bah, ça c'est une texture d'herbe, donc ça doit se comporter comme ça, si tu passes tes pneus dessus, ils vont être gras, etc. Ça c'est de la piste, elle a tel coefficient de friction, etc. Les pneus vont réagir comment, et à ce niveau de dégradation, tout ça. Après, on va voir les barrières, on va voir toutes les parties qui vont être sensibles à la pluie, c'est pareil, il y a les parties où en fait ça va créer des flaques, etc. En fait, il faut tout définir, et une fois qu'on a tout défini, là on a le circuit final, et en fait quand on roule dessus, on va voir toutes les bonnes textures qui vont réagir de la bonne manière, avec le bon visuel qui va aller à chaque fois. Ok. Et j'avais une question pour revenir à ce que vous avez dit. Vous proposez tous les types de sports automobiles avec ce logiciel-là? Non, pas tous. Ok. Il y en a qu'on peut pas et il y en a qu'on veut pas. Dans la partie qu'on peut difficilement faire, il va y avoir toute la partie voiture de série, okay. Ou conduite globalement. Parce qu'en fait, nos volants sont pas faits pour, nos pédaliers sont pas faits pour.
On a fait le parti pris de régler nos pédaliers comme sur les voitures de type monoplace, prototype, etc. Ok. Donc en fait, on a un pédalier qui est très rigide, alors qu'en fait, dans une voiture normale, quand Oui, on appuie sur le c'est frein, très on long. peut le détendre beaucoup, quoi. Et en fait, c'est très difficile à utiliser une voiture de série sur nos simus. Donc en fait, on préfère ne pas faire de conduite sur ces simus-là, ou alors exceptionnellement en dehors vraiment de notre activité pro. Et après, il y a les parties où on est beaucoup plus frileux. Ça va être notamment sur le drift et le rallye. Ok. Le drift, on aimerait bien essayer de le proposer, mais en fait, à chaque fois qu'on l'a proposé, c'était pas incroyable. Parce que souvent, les gens ils sont persuadés qu'ils savent drifter. Et en fait, non. Ok. Et l'autre problème aussi, c'est que il faut des volants ronds pour drifter, et du coup, il faudrait qu'on rachète des volants pour très peu de parts de marché, plus un frein à main, plus une boîte de vitesse. Et ça, cette problématique-là est à peu près la même en rallye. Comme on n'est pas sur une surface bétonnée, que c'est que des surfaces avec énormément où on glisse beaucoup dessus, les gens pensent qu'en fait ça va être comme sur leurs jeux vidéo qui vont arriver, ils tournent à droite, la voiture tourne à droite. Sauf qu'en fait, quand ils font du rallye, en général, le premier virage, ils vont tout droit. Et en rallye, ils cassent la voiture et ensuite il faut les redémarrer, etc. Et puis aussi la dimension où le rallye, c'est une personne à la fois. C'est comme en vrai, hein, c'est des spéciales de rallye. En fait, c'est beaucoup moins fun pour des gens qui veulent venir s'amuser entre potes à piloter, etc. Si on les met en rallye, ils sont soit séparément, soit ils passent chacun leur tour. Mais c'est beaucoup moins drôle, quoi. C'est moins convivial. Ok. Oui, parce que du coup, si on met par exemple 5 personnes en même temps, elles vont se retrouver ensemble sur le circuit. Absolument, ouais. Ok, c'est génial. C'est justement pour ça qu'on aime bien ça. Sachant qu'en plus, nous, on a la possibilité en fait, d'ouvrir le serveur, donc on a un serveur où on ouvre à d'autres personnes lors d'événements. Et en fait, on se retrouve à avoir des voitures à 10, 15, 20 personnes sur le circuit en même temps. Et on organise des courses avec les standards, avec des règles qu'on édite nous-mêmes de pistes, où on dit par exemple, voilà, dans la course, il faut faire un relais de 30 secondes avec un changement de pneu, etc. Et en fait, on fait appliquer les règles comme une compétition sportive. D'accord. C'est justement ma prochaine question. Comment ça se passe les événements? Comment vous organisez ça? Alors, on a deux types d'événements. On a des événements type loisirs, qui sont en fait des courses relativement simples. Ça dure 1h30 environ. On propose à certains de nos habitués de venir chez nous rouler. Ils ont un baquet qui leur est attribué. Et en fait, ils peuvent s'entraîner. Donc, il y a, comme dans le sport auto, qualif course. Il n'y a pas de practice dans notre cas. Pendant les qualifications, en fait, ils peuvent s'entraîner à bien connaître le circuit, la voiture, tester différents types de configurations. Ils ont le droit de changer eux-mêmes les paramètres de la voiture, par exemple l'aérodynamique, le comportement du châssis, etc. En fait, tout ce qu'on disait tout à l'heure, eux, ils peuvent le faire aussi. Ok. Et après, il y a la partie course. Donc après, pendant la course, ils peuvent gérer les arrêts au stand, quel niveau d'essence ils veulent mettre dans la voiture. Ça va définir leur poids, ça va définir leur vitesse, le type de pneus qu'ils veulent avoir. Donc ça, c'est la partie événement un peu loisir, côté course. Et on a une série endurance. Donc en fait, on a des événements mensuels qui sont tout le temps. Donc en fait, le but, c'est des challenges. Le but, c'est de faire le meilleur temps possible sur une configuration particulière entre circuit et voiture. Et après, les gens gagnent des points et à la fin de l'année, ils gagnent des choses. Et en fait, à côté de ça, on a notre série endurance où on a plusieurs dates dans l'année. Et là, par contre, c'est une course de 4 heures avec 3 personnes par baquet, donc en format endurance. Donc en format endurance, il y a un changement de pilote qui se fait. Ils doivent faire 2 arrêts au stand bloqués de 1 minute. Ils ont pareil le choix de la configuration de la voiture, des pits. Et la particularité aussi en plus qu'on fait surtout sur la partie endurance, c'est le côté 1 de la météo. Donc en fait, on fait une météo comme ce qui se fait en vrai, c'est-à-dire par exemple avec des probabilités. Des fois, on leur dit, bon ben voilà, vous êtes en octobre, il semblerait qu'il y ait une masse nuageuse qui arrive, il risque de pleuvoir. Et donc, ils commencent à voir la pluie arriver. Certains se disent, est-ce qu'on parie sur le fait que ça va être une pluie légère et on reste dans le type de pneus qu'on a? Est-ce qu'on parie sur le fait que ça va complètement se dégrader, donc il faut passer en pneus pluie? Et en fait, en fonction des choix qu'ils vont faire, ça va influer sur la course. Parce que ceux qui vont passer en pneus pluie, alors qu'en fait il ne pleut pas, là ils vont perdre en performance, ce qui fait que d'autres vont pouvoir les doubler. Et en fait, il y a toute la partie gestion de stratégie. Tout ça, c'est aussi facilité par le système qu'on a mis en place, qui permet à chacun des
des participants de regarder l'état du simulateur sur lequel il est. Donc en fait, quand on a un trinôme, l'une des personnes roule pendant que ses deux collègues peuvent voir l'état de la voiture, le niveau d'essence des pneus, enfin le niveau d'essence de la voiture, l'état des pneus, là où on est les autres pilotes sur la piste, et en fait ils peuvent eux-mêmes gérer leur stratégie, en discuter, se débrief, Se prendre la tête. se prendre la tête. Voilà. Mais comme dans, Finalement, on change. comme dans des vraies courses d'endurance, en fait, ça leur rend vraiment une expérience le plus proche de la réalité finalement. D'un point de vue technique et d'un point de vue expérience de course, c'est vraiment strictement identique. La seule chose qui change, ça va être vraiment les sensations pendant le pilotage Oui. et les frais d'inscription. Oui, aussi. Mais c'est bien parce que ça offre des possibilités que sans ça, on ne pourrait pas avoir finalement. C'est ça. Parce qu'on peut pas, Comment ça on peut pas se dire, tiens, on va sur tel circuit faire une course d'endurance. Ah oui, non, Non. ça c'est clair. Peu de gens peuvent faire ça. Si demain on veut privatiser Portimao pour faire une endurance de 8 heures, je crois que le billet il va être assez salé. Hein. Ouais, clairement. C'est un peu notre but, Oui. Non seulement de proposer ce niveau d'expérience en termes de réalisme, mais aussi de le proposer à un coût qui est relativement abordable. Comme ça, en fait, il y a plus de monde qui peut le faire. Et à la fin, le but est de créer une communauté d'habitués qui se tirent la bourre entre eux, et comme ça, en fait, ça monte tout ça vers le haut. Vous avez beaucoup justement d'habitués comme ça qui sont dans ces challenges? Ça dépend. Entre l'année dernière, on avait environ une vingtaine, trentaine Oui. de personnes à haut niveau. Ah oui, Donc, quand même. alors, à haut niveau chez nous, entre guillemets, sur la scène, on va dire en ligne, là le niveau est vraiment très très compétitif, donc forcément c'est un petit peu plus bas. Ouais, sur la scène en ligne, à très haut niveau, on en a 4-5 quand même. Voilà, c'est ça. Qui, Ok, ouais, c'est qui, déjà, eux, ouais. ont un rythme de travail sur leur simu qui sont assez intenses et qui participent à des compétitions de type vraiment international Ok, en étant compétitifs dedans. Quoi. ok, d'accord. On en a déjà fait une, excuse-moi, je termine. On en a déjà fait une de 24 heures, Oh. du coup, qui était vraiment une compétition de catégorie internationale. Il y avait 70 voitures, 150 participants au total, et en fait on a fait 15 heures. Et donc en fait on était 6, on était nous deux plus 4 autres personnes du coup qui étaient à ce moment-là les 4 meilleurs. Et en gros pendant 24 heures on faisait des relais d'1h30, et puis à chaque fin de relais on gare la voiture dans la pitbox, il y a le carburant qui se remet, il y a le changement de pneus, réparation éventuelle, il y en a un qui s'enlève du simu, paf, on recule le siège, l'autre s'installe, hop, on ravance le siège, il se serre, il met les gants, paf, paf, tac, et après c'est reparti direct. Et ça non-stop, avec un cycle jour-nuit du coup, parce que c'était basé sur le cycle jour-nuit réel. Oui. Donc on démarre la course, il fait grand beau, tout va bien, et puis après, passé 20h, 21h, la nuit commence à tomber, et après on part sur 10 heures de relais nuit. Et là c'est vraiment un autre univers. Hein, on est complètement coupé du monde, etc. Bah ouais, c'est impressionnant. On fait le relais et en fait on enlève le casque et waouh, on est de nouveau dans le monde réel. Ça fait toujours un peu bizarre. Bah, l'avantage du casque comparé aux écrans, c'était ça, de pouvoir vraiment se concentrer plus facilement dans l'expérience. Un peu. C'est Ouais. c'est un des avantages du casque. En fait, il y a plein d'avantages au casque VR aujourd'hui, en termes de portabilité, etc. Mais aussi d'un point de vue immersion, le casque VR a l'avantage de rendre une projection 3D. Oui. Et en fait, les pilotes qui font du circuit en vrai prennent leurs repères sur une projection 3D, donc leurs yeux voient en 3D. Et du coup, quand ils arrivent sur le simu, leur point de repère va être au même endroit. Tandis que sur écran ou sur un vidéoprojecteur, on est obligé de synthétiser un petit peu et de se dire c'est que ça va être par là, quand tel point va passer dans l'angle mort, c'est que c'est bon, enfin dans le montant de la voiture. Mm. Alors qu'en fait en VR, le point il va complètement évoluer de si on penche la Oui, tête à droite à oui, gauche. ok. Donc en fait c'est vraiment tout un mécanisme différent, et des habitudes de pilotage réel se retranscrivent beaucoup mieux sur un casque VR que sur un écran. Ok. Oui, ça se rapproche vraiment du monde professionnel finalement. Là, Ouais, on n'est beaucoup plus plus. trop dans le divertissement chez vous. En fait ça peut faire les deux, parce que Oui. du coup il y a tout un tas de personnes qui recherchent justement ça pour se divertir. Et comment ça se passe quand il y a des gens qui sont débutants qui viennent? Vous avez un système d'accompagnement pour leur apprendre? Oui, on en parlait un tout petit peu au début. Le but en fait est de faire une marche progressive. Tous nos habitués, par exemple de l'année dernière, de nos gros habitués qui étaient compétitifs cette année et l'année dernière, la majorité d'entre eux ont commencé sans aucune expérience de simulation ou de pilotage réel.
Et en fait, au tout début, on fait commencer les gens sur des voitures qui sont relativement simples, mais très formatrices, où en fait ils comprennent le comportement par exemple d'une propulsion, qui est la majorité des voitures en sport auto, où ils comprennent comment gérer le survirage, comment rentrer l'entrée dans un virage, comment faire un dégressif au frein. Nous, après, on leur explique, on leur dit voilà, bah là, tu as eu ça comme difficulté parce que tu n'as pas fait ça. La session d'après, ils comprennent qu'en faisant comme ça, ça marche un petit peu mieux. Après, on leur fait tester différents types de voitures qui leur font comprendre différentes choses sur les voitures. Par exemple, tout ce qui est monoplace, donc Formule 1, Formule 2, IndyCar, etc. Ça, ce sont des voitures qui marchent énormément à l'aérodynamique, qui sont des voitures qui sont qui sont très légères, très plaquées au sol. Quand on va les passer par exemple sur des GT, les voitures en fait sont au moins 2 fois plus lourdes, l'aérodynamique est beaucoup moins présente, et là d'un coup en fait la voiture, on va beaucoup plus subir le poids de la voiture au niveau des freinages, il va y avoir ce qu'on appelle des transferts de masse, et en fait tout ça ils le comprennent en variant les voitures, en variant les circuits, et c'est pour ça notamment que tous les mois on propose des challenges différents qui leur font comprendre un aspect du pilotage différent. Et on a un de ces challenges qu'on appelle le challenge rookie, qui reste le même tout au long de l'année. Et en fait, on commence sur une petite voiture, sur une Formule 4, sur un tout petit circuit. Et en général, ça, les gens le prennent très rapidement en main, sans avoir besoin justement de changer les assistances, etc. Ça rentre tout seul. En général, le premier tour, il est catastrophique, mais ça c'est un peu pour tout le monde pareil. On l'a fait aussi. Et en fait, une fois qu'on a compris, en fait, il faut freiner, là tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et puis après, petit à petit, on fait 5, 6, 7, 8 tours, et après, tout va bien. Et une fois qu'ils ont fini cette session-là, en général, ils sont parés pour faire beaucoup d'autres choses. Parce que la voiture est une école de pilotage, le circuit aussi. Et en 20 minutes, ils ont déjà pris énormément de réflexes et après, ça va beaucoup mieux. Et en fait, comme ça qu'ils prennent en niveau chez nous. Mais est-ce que en fondant ça, votre objectif, c'était pas aussi de faire connaître un peu plus le monde automobile, du sport automobile? Alors, quand on a fondé ça, on pensait pas à ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus cette volonté-là, en fait, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est possible, en fait. Et comme on se rend compte que c'est possible, on se dit, ce serait cool de le faire. Et du coup, aujourd'hui, on a beaucoup plus la volonté de vraiment essayer de faire découvrir le sim racing et le sport auto, ou alors plutôt le faire découvrir le sport auto par le sim racing à tout un tas de gens qui viennent pour faire du loisir et qui, en fait, se prennent au jeu et deviennent des addicts, etc. On a 4 de nos habitués qui sont des gens tout à fait pas du tout dans la branche du sport auto de base, des pères de famille, etc. qui venaient juste entre potes pour se changer les idées et qui en fait aujourd'hui quand ils viennent ils prennent les gants, etc. et puis ils se disent allez c'est parti, c'est quoi les temps sur le challenge du mois, on va les faire tomber, etc. et en fait ils roulent pendant 2 heures pour essayer de justement améliorer les chronos, etc. et gagner le plus de points. L'une des choses aussi pour rebondir sur ta question, l'une des choses en fait aussi qu'on s'est rendu compte à mesure qu'on s'enfonçait dans l'univers de la simulation et qu'on comprenait aussi le monde du sport auto, c'est qu'il y a énormément de catégories qui ne sont pas mises en valeur et qu'on ne connaît pas. La plupart des gens connaissent les 2 championnats majeurs, c'est la Formule 1 et la WEC, donc la World Endurance Championship. Et encore. Et en fait, en gros, le championnat des 24 heures du Mans. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas en fait, les catégories en dessous, où en fait, dedans, il y a des fois des choses qui sont incroyables, des niveaux techniques qui sont fous, des talents qui ne sont pas encore révélés. Et ça, on s'en est rendu compte en faisant ça, en rencontrant notamment le pilote Gillian Orion, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, qui lui est dans la catégorie, on va dire que c'est l'équivalent de la Formule 2, mais de l'endurance. Et en fait, on se rend compte en fait, qu'il y a énormément de championnats, de différentes catégories qui se passent partout et qu'on ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est vraiment génial. C'est génial de pouvoir vraiment, par un simulateur, faire connaître autant de choses à des gens qui venaient là que pour du divertissement. C'est vraiment une énorme force. Le truc qui est drôle, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte au début. Les gens au début, en fait, pensent qu'ils viennent se divertir, ils disent « bon, je vais faire de la Formule 1 ». Et en fait on leur dit non. En fait on aime bien casser un peu leur délire parce que les gens ont un préconçu sur les voitures, sur l'univers du sport auto. Des fois aussi il y a aussi l'amalgame qu'on subit malheureusement en partie, qui est que la simulation paraît être un jeu et en fait la distinction se fait très peu parce qu'en fait les gens se disent strictement invisible. Voilà, c'est ça. Que ce soit au niveau du matériel qu'au niveau du logiciel.
si on mettait 2 vidéos du logiciel de simulation, on essaye aussi de changer la sémantique de notre discours, qui est que par exemple on parle de logiciel de simulation et pas de jeu de simulation. Oui. La raison est que c'est un logiciel de simulation, c'est un outil qui est utilisé par des professionnels du monde du sport auto pour former leurs pilotes, pour développer des techniques, etc. Et en fait le problème c'est que quand on met côte à côte un jeu et le logiciel, bah, en fait on retrouve énormément de similitudes et pour l'œil de la personne qui ne s'y connaît pas, c'est la même chose. Et en fait, les gens viennent chez nous des fois avec des préconçus, et en fait, on doit leur dire non, ce n'est pas le cas. Oui, c'est pas un jeu vidéo. Attention, ouais. voilà. Et en fait, la première session, des fois, pour certains, c'est une douche froide. Oui, c'est frustrant. Parce que j'ai fait n'importe quoi, et en fait, ça n'a pas marché, quoi. Ok. Bah, justement, le temps tourne, donc on va peut-être passer à la partie où vous allez nous montrer tout ça. Absolument. Okay. Ouais. 18h, 19h, Racing Live sur RCN. Donc voici le simulateur en question, donc nous en avons 4 comme ça. Ce qui est important sur ce type de simulateur là, donc il y a plusieurs différentes parties. Première partie principale c'est le châssis, la deuxième partie, donc dedans il y a le baquet, etc. Deuxième partie c'est l'ensemble volant et base à retour de force. Troisième partie c'est le pédalier. Et la quatrième partie qui est assez importante généralement, c'est les casques de réalité virtuelle qu'on détaillera plus tard. Et tous les équipements annexes. Et tous les équipements annexes qu'on ne détaille pas. La première partie très importante qui est ce que la plupart des gens connaissent et cherchent, c'est la base avec le retour de force. Donc en fait ici on est sur un petit moteur qu'on appelle direct drive, donc un entraînement direct, où en fait le moteur va reproduire les effets du logiciel, donc quand on perd la voiture, quand on tape un vibreur, quand il se passe quelque chose qui doit être ressenti dans le volant, ça sera retransmis dans l'arbre et en fait c'est comme ça qu'on a de l'information dans le volant. La deuxième partie de cet ensemble là c'est le volant sur lequel en fait on va avoir plusieurs boutons, des encodeurs rotatifs qui permettent par exemple de régler le niveau d'assistance, les palettes qui sont derrière le volant qui permettent de passer les vitesses. Donc ça c'est un volant type ouvert, ce qui se trouve dans toutes les Formule 1, certaines voitures, des GTL, des choses comme ça. Avec ça on peut gérer globalement le comportement de la voiture en course. Après on va avoir le pédalier. Hugo, si tu veux je te laisse parler du pédalier. Vas-y, va pour le pédalier. Je sais pas si j'ai bien mis le micro par contre. Tac, je vais mettre dans le sens là. Hop. Alors du coup le pédalier, on a une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. Jusque là on va se dire que c'est tout à fait standard, à la différence qu'en fait la pédale de frein elle est d'une rigidité assez énervée. Donc en fait à la main on peut quasiment pas le bouger. Là j'ai dû mettre 5% de ce que je suis censé mettre sur le pédalier normalement. J'espère que vous avez une bonne annulation de son. Et en fait au pied on va mettre jusqu'à, alors chez nous ça va être jusqu'à 80 kg sur les pédaliers pour aller chercher justement vraiment le mordant sur le disque, exactement comme va se comporter une Formule 4 en fait. Là où un pédalier qu'on va trouver la plupart du temps va réagir comme ça, je peux le bouger à la main. Là du coup chez nous c'est pas du tout le cas. Et le problème c'est que pour faire ça, il n'y a quasiment aucune entreprise qui propose un pédalier qui est déjà rigide comme ça. Et du coup la plupart du temps on doit jongler entre les fournisseurs pour trouver du matériel et de l'acier qui est suffisamment solide pour qu'une fois qu'on les modifie, ça casse pas. Et du coup on a énormément de problèmes de casse avec les pédaliers. Et du coup ouais, ça a été une vraie partie de notre job de réussir à trouver un pédalier qu'on peut fiabiliser avec un retour assez rigide et sans avoir à payer si possible 19 fois le prix, quoi. C'est qu'en fait le matériel de simulation généralement vaut très très cher. Ça c'est un truc qu'on n'a pas complètement abordé dans la première partie. Vu que nous on a créé toute notre expérience, on a fait le choix de matériel qui était pertinent par rapport à notre clientèle. Nous notre clientèle est une clientèle découverte, loisir et début de sportif. Donc en fait on a besoin de matériel qui est sérieux, qui est un début de haut de gamme mais qui n'est pas du complètement très haut de gamme. Et en fait, la différence entre le complètement très haut de gamme qui est utilisé dans les autres centres de simulation et le matériel qu'on a ici, c'est du facteur 2-3. Donc en fait, c'est 2-3 fois moins cher notre matériel que ce qui se fait dans certains autres centres. Mais la différence que nous, on a, c'est la partie réglage où on utilise 100% de notre matériel quand eux, on n'utilise même pas 50%. Et en fait, c'est comme ça qu'on a une expérience qu'on considère être supérieure en termes de sensations, en termes de loisirs, en ayant un coût qui est moindre.
Ce que Kylian n'a pas dit par rapport aux roues, c'est qu'il y a un truc très satisfaisant. Parce qu'en fait, on peut les enlever directement, exactement comme on va faire sur les prototypes, etc. Et d'ailleurs, il y a même des roues qui existent où en fait, elles sont compatibles pour les simus et pour les voitures en vrai. Et, par exemple, il y a des roues qu'on peut mettre sur des BMW, des GT4. Et en fait, ça se branche exactement pareil. Et après, tac, quand on le remet, c'est tout aussi satisfaisant. Le dernier aspect qui est très important de ces simulateurs et qui est aussi invisible, et un aspect en fait qui est beaucoup sollicité par nos clients, qui est une source d'interrogation par nos clients, c'est l'absence de vérin. Généralement, quand on pense simulateur, la plupart des gens ont déjà vu des simulateurs sur vérin, dynamiques, donc on se dit, bon, au niveau sensation, c'est génial, c'est quelque chose qui est un must. Le problème, en fait, c'est que quand nous, on fait de la simulation sportive, l'ajout de vérin n'ajoute pas autant d'informations qu'on pense que ça en ajoute. Et le problème, en fait, c'est que ça vient à un coût où le simple fait d'ajouter des vérins multiplie par 3 ou 4 le prix du simulateur qu'on a ici. Et comment on a pu compenser ce manque-là? Eh bien, en fait, c'est avec l'ajout de systèmes de vibration qu'on a fait nous-mêmes, qui viennent faire vibrer le châssis de manière très rapide. Donc, en fait, on est sur des latences qui sont de l'ordre de la milliseconde, qui permettent en fait d'avoir un retour d'information tactile très précis sur le comportement de la voiture. Donc par exemple, quand on perd de l'adhérence dans les roues, quand on commence à toucher le vibreur sur les côtés de la piste, etc., tout ça on le ressent directement dans le châssis et en fait ça permet d'ajuster la conduite. Et ça c'est quelque chose en fait qui nous permet d'avoir une autre dimension de pilotage et de pouvoir être toujours plus performant grâce à ce retour d'information. Voilà. C'est un canal sensoriel qui est quasiment jamais exploité et qui est pourtant très très important. Il y a énormément de pilotes en vrai qui vont vraiment se repérer uniquement par rapport à ça, à ce qui se passe dans leur dos, à ce qu'ils arrivent à ressentir, etc. sur le retour châssis. Et en fait, quand on a des vérins, on est entre 40 et 120 millisecondes de latence pour chaque information. Et du coup, ça ne permet pas d'avoir des petits détails, juste des grandes amplitudes. Et ça, c'est très problématique parce que c'est bien souvent contre-productif quand c'est mal réglé et de manière générale, moins pertinent que d'avoir un retour instantané sur ce qui se passe. Quand on prend un vibreur avec des dents comme ça en dents de scie à 290 km/h, les 25 dents, on va les faire dans moins d'une seconde. Et en fait, avec un bass shaker, donc le système de vibration, on peut avoir toutes les dents. On va toutes les ressentir. Et ça, c'est trop important pour les gens justement qui ont l'habitude de jouer des vibreurs pour placer les roues pile sur les vibreurs. Quand on est en GT, bon, on ne voit pas la roue. Donc du coup, on ne sait pas exactement où on la met. Et en fait, on peut prendre ces repères comme ça parce qu'on va réussir à placer la roue sur le vibreur, parce qu'on sait qu'on l'a mise sur le vibreur, parce qu'on a le retour. Et ça, c'est très important. Voilà. Je pense qu'on va passer sur la partie dans le logiciel avec le casque de réalité virtuelle pour montrer un peu comment tout ça se comporte. Donc là, je suis dans le simulateur. Voici le casque de réalité virtuelle qu'on n'a pas montré tout à l'heure. Donc en fait, dedans, tout simplement en le mettant, j'ai un écran. Donc on voit ma vue en fait ici sur l'écran. J'ai une sortie du son qui se fait au niveau des oreilles, qui me permet en fait d'avoir le son de la voiture. Hop là. Tout en pouvant en fait écouter mon environnement, c'est pratique en fait pour communiquer avec d'autres personnes sur d'autres simulateurs. Dans le logiciel en fait, donc là je suis dans la voiture. Quand je tourne le volant, en fait, le volant tourne et en fait le vrai intérêt de la simulation, c'est le fait que je puisse avoir la gestion. Par exemple, là on voit que je regarde les rétroviseurs, je vois que je peux regarder sur les côtés et j'enlève le casque, ouais. Et en fait on peut aussi voir vraiment la voiture d'un point de vue extérieur. Et en fait, tout est vraiment fidèlement reproduit. Là, par exemple, en dessous, on peut voir la planche en bois. Mets ton pouce. Ah ouais, effectivement. Voilà, tac, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est ce qu'il va voir. Tac, je te le rends. Merci. Donc les 4 contrôles que j'ai, donc c'est l'orientation du volant, le passage des vitesses aux palettes, l'accélérateur et le frein. Donc là, typiquement, si j'ai envie d'y aller, hop là. Donc là, on sent que la voiture, là, on voit au niveau du volant. Là, je ressens en fait les vibrations par exemple, du moteur, de la route, la rugosité. Voilà. Là, on va voir que si je viens chercher un vibreur, voilà, je sens en fait les vibrations dans le châssis qu'on peut pas sentir via la vidéo ou via l'audio. Mais en fait, là dans le volant, en fait, le volant se met à vibrer en fonction de comment je passe sur le vibreur. Et après, en fait, je peux
je peux prendre de la vitesse, décider de freiner. Et en fait, comme on le disait tout à l'heure, le frein est très rigide, comme ce qui se fait en vrai. Donc là, on est à plus de 70 kg de pression pour le freinage maximum. En vrai, ils sont sur des Formule 1 à 130 kg. Donc au niveau du frein, en fait, il faut appuyer avec tout son corps, pousser le baquet pour vraiment que la pédale se mette à fonctionner. Sinon, ça ne marche complètement pas. Voilà, donc après sur la voiture on a plusieurs réglages qui sont possibles via les boutons, notamment ce qu'on appelle le DRS en Formule 1 qui est un aileron arrière qui permet de gagner de la vitesse en ligne droite. Ça par exemple le logiciel c'est quelque chose qu'il gère. Donc là par exemple je suis sur Spa-Francorchamps, donc en Belgique, je peux activer le DRS et en fait si je regarde après derrière moi je pourrais voir l'aileron arrière qui est ouvert. Bon là c'est un peu compliqué de me retourner mais voilà, donc tout ça est géré. Et voilà. Le truc qui est drôle et assez paradoxal, c'est qu'en fait, certains simulateurs de particuliers sont beaucoup mieux que des simulateurs de professionnels. Ah ouais. Et c'est justement ça le problème, c'est qu'il y a professionnels et professionnels. Il y a professionnels qui font qui ont des centres de simulation, qui eux cherchent une expérience loisir abordable pour tout le monde. Donc en fait, eux, ils baissent le retour de force à fond, tout devient facile, tout devient mou, il y a des aides sur les Formule 1. Là, il n'y a aucune aide. Donc là pour l'instant il ne s'est pas planté, c'est génial, mais la voiture fait plus de 800 chevaux quoi. Il y a professionnels, pilotes de rallye, pilotes, écuries, etc. qui eux ont des simulateurs. Et alors là le truc qui est assez paradoxal, c'est que eux ils sont très bons dans le monde du sport auto, mais ils ne savent pas de quoi un simulateur est capable. Et en fait eux ils achètent du matériel qui est très haut de gamme, mais vu qu'ils ne savent pas le régler, ils se disent oh ben, le simulateur il vaut juste ça et c'est tout. Et par exemple, c'est comme ça qu'on a rencontré Gillian Orion. Lui, en fait, avait un simulateur, on l'a rencontré lors d'un événement. Et en fait, son simulateur avait du matériel qui était beaucoup plus haut de gamme que nous à l'époque. Et en fait, il préférait notre matériel à nous, juste parce que nous, on avait fait des bons réglages, on avait fait tout ce qu'il fallait. Et après, en fait, on a amélioré son simulateur pour que ça colle avec ce qu'il fait en vrai. Et le problème, il est là. Il est que les gens qui savent faire de la simulation, en fait veulent pas que ça soit trop réaliste. Ceux qui veulent que ça soit réaliste ne savent pas faire de la simulation et voilà. Et en fait nous on essaye d'être au milieu, d'être à la fois accessible pour les particuliers pour qu'ils comprennent le monde pro et qu'on soit au niveau du monde pro pour comprendre comment ça se fonctionne pour le proposer aux particuliers. Okay. Voilà. Mais ça peut être évident au début pour moi parce que c'est vraiment un métier qui est hyper précis finalement. Des mois de configuration, des mois d'apprentissage. Quelque chose qui n'était pas du tout prévu et qui en fait est aujourd'hui le cœur de notre métier et de notre expérience. C'est que il y a 10 000 paramètres à régler sans forcer quoi. C'est rien que pour avoir une expérience VR utilisable. Et voilà. On a testé toutes les technologies. Il a fallu tout régler, etc. Et en fait, une fois qu'on avait tout bien réglé, c'était pas suffisant du tout. Du coup, il a fallu aller au-delà des réglages, changer la façon complète dont l'image est travaillée, de la phase de calcul jusqu'à la phase de rendu. Et seulement au bout d'1 an et demi, 2 ans, on a commencé à avoir une image qui était vraiment satisfaisante à moindre coût en termes de calcul d'image. Okay. Parce qu'il nous en faut aussi beaucoup par seconde, parce que sinon ça donne beaucoup la nausée. Et ça, c'est juste pour la VR, mais ça marche aussi pour le pédalier, ça marche aussi pour le volant, etc. Donc nous, notre partie, par exemple, là, il a mis un petit coup de frein, il a lâché l'accélérateur avant de rentrer dedans. Ça, nous, on peut pas regarder tout le monde pendant les sessions. Par contre, à la fin, comme on disait tout à l'heure, on a toutes les courbes, tous les graphes, et on peut lui dire « Ah, ben là, je vois qu'à ton meilleur tour, tu as lâché, ça t'a fait perdre tant de temps par rapport à quelqu'un qui lui aussi était passé comme ça, et là, tu as du temps à gagner comme ça. » Et nous, par exemple, ça on le faisait pour l'un de nos habitués, je me rappelle, on avait proposé un challenge en Formule 1 sur Jeddah, et lui, donc c'était l'un des meilleurs de chez nous, il avait fait du karting quand il était petit à haut niveau, donc il était très bon. Et en fait, il ne comprenait pas comment il pouvait gagner du temps sur le circuit. Et on lui dit, bah regarde, là t'es meilleur, là t'es moins bon, là t'es meilleur, là t'es moins bon, mais là t'es vraiment moins bon. Et c'est tout simple, t'as juste à freiner 50 mètres plus loin. Il freine 50 mètres plus loin, il gagne 5 dixièmes de seconde, il passe devant de très loin. Et en fait, ça lui, il n'en avait aucune idée. Mais nous, pour nous, c'est une évidence quand on regarde les graphiques. Nous, on essaye. La difficulté qu'on a aussi en partie, c'est qu'on n'est pas originaire du monde du sport auto. Oui. Et le truc qu'on a, c'est qu'on doit se spécialiser dans la partie entreprise, création, l'accueil clientèle, création de l'expérience, mais aussi dans la partie simulation
à haut niveau. Et en fait, on essaye de prendre du retour du feedback en fait, de certains de nos clients qui sont des habitués, de leur dire bah, comment c'est par rapport à toi, etc. Quand on a reçu ces pédaliers-là, par exemple, ce que Hugo a fait, c'est qu'il a pris la documentation technique de la voiture de Gillian Orion, où il a regardé, en fait, on est de cursus scientifique, on a regardé le diamètre des vérins. Lui, Gillian sait que ces pédaliers sont réglés à 70 bars. Donc en fait, en fonction 200. du vérin, 200 bars, on sait qu'en fonction du diamètre du vérin, du type que c'est un double vérin, 70 bars correspond à tant de pression dans le pédalier. Donc en fait, lui, le freinage maximal se fait à tant de kilogrammes. Et ça, en fait, tout ça, boum boum, c'est de l'ingénierie, c'est du travail. RCN, www.rcn-radio.org